En manchette ce soir, une facture salée pour les feux de forêt de cet été. Les Québécois pourraient payer plus de 200 millions de dollars. C'est effectivement du jamais vu. Là, on parle des frais de suppression. 1600 membres de la FICSISAT de la région en grève de 48 heures. Et réaction mitigée en Abitibi-Témiscamingue au lendemain de la mise à jour économique. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait 8000 logements qui soient annoncés. C'est pas assez. Je pense que le gouvernement agit un peu en bon père de famille. Bonsoir et bienvenue au TVA de 18 heures. 200 millions de dollars, c'est l'estimation du montant que les Québécois vont devoir payer à la suite des feux de forêt survenus cet été. Et Kimberly, selon un porte-parole de la Société de protection des forêts contre le feu, il serait possible que la facture soit plus élevée. Absolument. Il reste quand même quelques calculs à finaliser, mais le montant est assez juste au niveau des frais de suppression. Donc, ces frais sont indépendants du budget normal qui est fixe et ça a pour objectif, en fait, de lutter contre les feux de forêt. C'est assez spectaculaire, on va se le dire, comme montant, puisqu'il faut retourner 100 ans en arrière pour avoir un chiffre assez comparable, selon Stéphane Caron, qui est coordonnateur à la prévention chez la SOPFEU. Les dépenses les plus importantes ont été de faire venir les pompiers de l'extérieur du pays, étant donné que le reste du Canada combattait aussi des feux importants. Donc, au total, la SOPFEU a fait venir 1300 personnes et rappelons qu'il fallait payer les frais d'hébergement et de nourriture pour les pompiers qui pouvaient rester dans la région pendant plusieurs semaines. Donc, c'était justement le cas à Nord-Métal et à Lebel-sur-Quivillon. Les ressources matérielles ont également été assez coûteuses. La SOPFEU a eu besoin environ de 21 avions-citernes et plusieurs ont été loués, notamment aux États-Unis. Au niveau des hélicoptères, normalement 14 sont nécessaires, mais en fait, avec l'été dernier, l'organisation a eu besoin de 88 hélicoptères, oui. Donc, malgré tous ces défis, Stéphane Caron est fier de la gestion de cette catastrophe. Somme toute, la SOPFEU était quand même prête à faire face à la situation. Vous savez, même si on n'a pas été capable d'atteindre nos objectifs opérationnels habituels, qui est d'attaquer tous les feux pour protéger notamment la matière, la ressource naturelle qui est la forêt, on a quand même réussi à protéger toutes les communautés. On a réussi à éviter que des infrastructures stratégiques brûlent. Ça ne veut pas dire qu'il faut penser qu'à chaque année, ça va se reproduire, mais la SOPFEU devra être davantage robuste. Et c'est ce qu'on regarde en ce moment là avec le gouvernement du Québec. Pour les années à venir, Kimberly, nous les citoyens, on va devoir s'adapter afin de prévenir les dommages des prochains feux de forêt. Et oui, parce que les chances que des feux de forêt aussi intenses et majeurs se reproduisent, en fait, c'est assez élevé, oui, les chances. Donc, il est difficile de prédire quand ça pourrait se reproduire. Il va donc falloir plus de préparation à l'avenir, selon la SOPFEU. Les citoyens doivent aussi être plus résilients face à de futurs travaux comme des tranchées autour d'une municipalité. Le but est de faciliter le travail des pompiers, surtout pour les communautés à risque. Heureusement, pour cette année, la SOPFEU affirme qu'il n'y a eu aucun dommage d'infrastructure ni de pertes humaines. C'est étiré un peu comme organisation. On n'avait pas nécessairement toutes les ressources qu'on aurait voulu avoir pour adresser une situation comme on a vécu cette année. On a eu très peu d'incidents au cours de nos opérations. On en est d'ailleurs très, très fiers. Vous savez, au Canada, il y a eu une grosse saison aussi. Il y a eu des décès au Canada. On déplore quand même 8 décès sur les opérations canadiennes. Au Québec, on n'a rien eu de majeur, puis on en est très, très heureux et très, très fiers. Il n'a pas été possible aujourd'hui de m'entretenir avec la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette-Vézina. Par contre, son cabinet m'a informé que les annonces importantes concernant des actions concrètes pour lutter contre les prochains feux de forêt sont prévues demain ainsi que mardi prochain. Évidemment, on va suivre ça de près. Merci, Kimberly. Au plaisir. Et toujours en lien avec les feux de forêt, la mairesse de la municipalité de Chapais, Isabelle Lessard, a décidé de démissionner en lien avec la gestion de cette catastrophe qui, dit-elle, l'a épuisée. Après un mandat de 2 ans, elle a annoncé son départ ce matin sur les réseaux sociaux. Elle laisse entendre qu'elle était à risque de développer un stress post-traumatique. On rappelle que durant l'été, les citoyens de cette municipalité ont dû être évacués pendant les feux de forêt. Sa dernière journée de travail est le 17 novembre prochain. Un des mandats personnels que je m'étais donné en me présentant, c'était de faire en sorte que
y ait une proximité un peu plus présente entre les citoyens puis la politique municipale de Chapais. J'ai la forte conviction que ça a fonctionné. Je le vois par les témoignages que les citoyens me donnent depuis que j'ai annoncé mon départ ce matin. J'ai des beaux commentaires. Dans ma première année et demie, en fait, là, si on compte avant l'été, là, ça se passait bien. J'arrivais à gérer et à jongler quand même avec le stress là, qui se passait. En santé, les professionnels en soins de l'Abitibi-Témiscamingue sont en grève depuis ce matin et ça c'est pour 48 heures. Un moyen de faire pression sur le gouvernement du Québec dans ses récentes négociations. Yoann Carrière. Début d'un 48 heures de grève pour les membres de la FIC-CISAT qui sont dans une impasse avec le gouvernement du Québec dans la négociation de leurs conditions de travail. Le président du syndicat, Jean-Sébastien Blais, se dit déçu du déroulement des discussions sur le sujet jusqu'ici. Au niveau de la table, ça ne bouge pas. On a des plantes vertes, des gens qui n'ont pas de mandat en avant de nous, qui ne sont pas là pour négocier. Donc, ça stagne, puis nos membres n'accepteront pas un recul sur leurs conditions de travail. Donc, le gouvernement va devoir démontrer sa bonne foi. Les professionnels en soins réclament des meilleures conditions de travail que ce qui leur a été proposé lors des dernières négociations, notamment du côté salarial et de la rétention du personnel dans le réseau public. Les infirmières de la FIC-CISAT sont catégoriques. Elles se sentent abandonnées par leur employeur. On travaille déjà assez fort comme ça, de perdre nos primes qu'ils nous avaient données, puis de perdre nos conditions de travail qui s'en vont vers un déclin. Là, déjà que c'est déjà difficile comme travail, on a l'impression d'être mis de côté. Là. C'est important de supporter nos gens. C'est important. On a donné du temps. Moi, là, des 15 minutes et des demi-heures données à mon employeur, ça fait plus de 30 ans que j'en donne. Notre équipe nous tient. Mais à la base, il faut se poser la question pourquoi qu'on coupe dans le système le plus important, qui est la santé. La FIC-CISAT demande également au gouvernement de reconnaître le statut particulier de l'Abitibi-Témiscamingue et d'offrir des conditions de travail en concordance avec la réalité des travailleurs. On l'a vu durant la pandémie, on a eu des incitatifs qui ont été particuliers à la région. On paye encore les agences de placement plus cher pour venir travailler en région qu'ailleurs au Québec, mais pour nos professionnels en soins, il n'y a rien sur la table concrètement. Et c'est ces femmes-là qui tiennent le réseau à bout de bras depuis de nombreuses années. La FIC-CISAT affirme ne pas vouloir faire la grève, mais continuera de voter en faveur des journées supplémentaires tant que les négociations n'avanceront pas. On a annoncé 2 journées de grève supplémentaires, 23 et 24 novembre. Si on a besoin d'en faire d'autres, on en fera d'autres, mais les gens sont déterminés. Ils n'accepteront pas un recul sur les conditions de travail. Donc, c'est sûr et certain qu'on maintient le cap. Puis on veut une entente de principe comme le gouvernement d'ici au mois de décembre, mais pour ça, il va falloir être 2 pour danser. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Parlons économie, puisque au lendemain de la mise à jour économique, les réactions fusent ici en Abitibi-Témiscamingue. Pour certains intervenants du milieu, il reste encore du pain sur la planche. Explication d'Alexandre Cabana. Le gouvernement nous annonce qu'il y a un ralentissement d'économie. Les 6 prochains mois risquent d'être un peu plus difficiles. Le ministre des Finances, Éric Girard, l'a signalé hier, nous sommes dans une période extrêmement difficile. La mise à jour économique déposée hier va en ce sens, en serrant la ceinture et en limitant les dépenses. Si des sommes pour la création de logements abordables ont été annoncées, le travail reste à faire selon les intervenants du milieu dans la région. Clairement, c'est une bonne nouvelle qu'il y ait 8000 logements qui soient annoncés, sauf que, tu sais, juste en frais de liste d'attente pour des HLM, là, des personnes à faible revenu, là, il y a 40 000 personnes en ce moment qui attendent. Fait que c'est clairement insuffisant, les 8000 logements. T'sais, les projets ne sortiront pas de terre tout de suite, puis on s'entend que la crise est extrêmement aiguë là, en région. Là. Du logement, le gouvernement ne viendra pas d'en construire chez nous si on n'a pas des promoteurs, si on n'a pas des entrepreneurs, si on n'a pas des municipalités qui montent les programmes. Les cibles pour les prochaines années sont extrêmement agressives et à raison. Maintenant, il va falloir que les programmes soient bien adaptés. On sait que ça coûte extrêmement cher pour construire présentement. Entre des annonces puis la construction réelle, c'est une autre chose, là. Fait que oui, on annonce, mais est-ce qu'il va y avoir des entrepreneurs pour faire ces soi-disant logements abordables, pas abordables? Point d'interrogation. Le gouvernement propose aussi la création de 500 logements afin d'aider les gens en situation d'itinérance, mais qui seront répartis à travers tout le Québec. C'est trop peu pour faire face à la crise, selon Marc-André Larose de l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est pas assez. Le dernier recensement là, au niveau de l'itinérance, là, ça nous indiquait 10 000 personnes environ. Ce qu'il y a de beau au Québec, c'est qu'on a un filet social, puis on se rend compte que le filet social, là, il y a des trous. Là.
que le gouvernement investisse ou favorise le logement social puis la lutte à l'itinérance, je pense quand même que c'est la base. Là. Dès janvier, les prestations pour l'aide sociale augmenteront de plus de 5 %. Une hausse, toutefois, sans feu d'artifice, la loi obligeait le gouvernement à indexer. Mais 5 pour 750, c'est à peu près 55 $. 55 $ par mois, quand ton loyer lui-même vient de monter de 50, quand ton épicerie elle vient de grimper de 5 à 6 %, ça n'a pas le même impact. Mais actuellement, le gouvernement, il fait en sorte que les gens doivent encore, d'une certaine façon, aller à la banque alimentaire pour s'alimenter. Québec s'engage à équilibrer son budget pour 2027-2028. D'ici là, les dépenses augmenteront en moyenne de 2,2 % par année. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. On vous en parlait hier d'Air Québec qui ajoute 3 vols quotidiens entre Val-d'Or et Montréal. Les travailleurs et les touristes vont donc pouvoir faire un aller-retour dans la même journée. L'aéroport régional de Val-d'Or se dit très heureux de pouvoir offrir cette liaison rapide qu'Emilia La Liberté. C'est une excellente nouvelle là, pour nous, c'est sûr, et aussi pour toute la population, la communauté de Val-d'Or, étant donné que c'était une demande qu'on avait là, de bonifier les vols. Et surtout qu'on puisse être en mesure de partir le matin et de revenir le soir. Une brève escapade de quelques heures à Montréal sera maintenant possible à partir de Val-d'Or. Les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, des avions du transporteur Air Québec feront l'aller-retour en direction de la grande métropole. Un départ le samedi matin avec un retour le dimanche après-midi sera aussi possible. On est vraiment contents, surtout que là, maintenant, on part le vendredi matin, on peut revenir le dimanche. Fait que pour ceux qui veulent magasiner, c'est l'idéal pour eux. On encourage la population, justement, à l'utiliser, ces nouveaux vols-là. Dans les derniers mois, Air Québec et l'aéroport régional de Val-d'Or avaient observé une augmentation de la demande pour les vols aériens entre Val-d'Or et Montréal. Ça va aller le déplacement pour les citoyens de la région pour aller à Montréal pour la journée. Avec la pandémie, on a coupé certains vols, mais là, on entend la demande de la population, puis on veut desservir la région. Depuis la pandémie, depuis que Air Canada s'est retiré de Val-d'Or, qui fait qu'on n'avait plus de vols, Paul Airlines aussi ont pris la relève, mais nous, Air Québec, c'est notre transporteur régional aussi. Et avec cette nouvelle, on est vraiment contents. Pour le moment, à l'aéroport régional de Rouyn-Noranda, l'aller-retour à Montréal dans une même journée n'est pas offert à la population. Air Canada nous a d'ailleurs indiqué par voie de communiqué qu'aucune modification n'est prévue à leur horaire dans l'immédiat. Par contre, Air Québec n'exclut pas la possibilité d'offrir à nouveau une desserte aérienne entre Rouyn-Noranda et Montréal. Qu'Emilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, trouvez-vous que la desserte aérienne s'améliore dans la région? Vous avez répondu non à 53 %. Et on reste dans le domaine des transports. L'entreprise de camionnage Martin Roy Transport de Rouyn-Noranda célèbre ses 25 années d'existence en annonçant un investissement de 20 millions de dollars d'ici 3 ans. En partenariat avec le centre du camion Mabo Inc. de Val-d'Or, MRT doit faire l'achat de 60 camions et de 30 remorques qui vont moderniser la flotte du transporteur. Et en plus, de nouveaux terminaux vont s'ajouter aux 9 déjà en place en Abitibi-Témiscamingue, en Ontario et dans la région de Montréal. Allons sur la scène judiciaire. Un guide d'accompagnement socio-judiciaire des membres des Premières Nations et des Inuits est maintenant disponible. C'est le réseau des centres d'aide aux victimes d'actes criminels qu'il a dévoilé aujourd'hui. Le guide vise à outiller le réseau des CAVAC pour mieux soutenir culturellement parlant les membres des Premières Nations qui doivent témoigner dans une cause devant la cour criminelle. Il s'inscrit également dans une démarche de rapprochement entre le réseau et ses usagers autochtones. Dans le dossier de la crise des médias, le syndicat des travailleuses et travailleurs de Radio-Canada, affilié à la CSN, lance un appel à la solidarité après que 547 travailleurs de TVA aient appris la semaine dernière qu'ils perdront d'ici quelques semaines leur emploi. Selon le syndicat, même les grandes entreprises peinent à faire preuve de résilience devant le monopole de plus en plus oppressant des géants du web et les nombreuses plateformes en ligne.
Le syndicat des travailleurs de Radio-Canada juge qu'il est plus que temps de réinvestir dans nos entreprises médiatiques. Par ailleurs, le Bloc québécois souhaite que le gouvernement de Justin Trudeau lance un fonds d'urgence de 50 millions de dollars pour les médias, une idée que le nouveau Parti démocratique appuie et à laquelle la ministre du Patrimoine, Pascale Saint-Onge, ne ferme pas la porte. Le porte-parole bloquiste en matière de culture et communication, Martin Champoux, soutient que l'enveloppe réclamée serait une aide temporaire visant à arrêter l'hémorragie et pour être versée le plus rapidement possible. Cette mesure pansement donnerait aussi, selon lui, du temps au fédéral pour arriver avec d'autres solutions. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Vous désirez bien planifier vos investissements ou l'étude de vos enfants? Profitez de la valeur de nos conseils afin de sécuriser votre futur. GFM Groupe Financier. Au-delà de la finance, il y a vos rêves et vos projets. La Mossois Samuel Larochelle figure parmi les 14 lauréats du prix du gouverneur général. Ils ont été dévoilés aujourd'hui par le Conseil des arts du Canada. On vous explique le tout après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. La Galerie d'art Haut a été inaugurée le samedi 28 octobre dernier à Matagami. Avec un investissement de près de 200 000 $, le projet innovant porté par Radio Matagami offre un espace d'exposition et de vente aux artistes d'Eiuichi Beijing. Il a été réalisé majoritairement grâce à la participation financière de la Société du Plan Nord, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la contribution de la ville de Matagami. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à Lassar et à Amos. Samuel Larochelle figure parmi les 14 lauréats du prix du gouverneur général et Stéphanie, ça a été dévoilé aujourd'hui par le Conseil des arts du Canada. Et quelle fierté pour les gens d'Amos, et moi la première! Yes! J'ai le goût de crier dans mon micro, mais je vais me garder une petite gêne. Écoutez, concernant Samuel Larochelle, c'est pas rien quand même parce qu'il a remporté le Grand Prix du gouverneur général du Canada en littérature dans la catégorie des livres illustrés pour son ouvrage « Le plus petit sauveur du monde ». Et là, les jurys ont même dit que c'était une œuvre vraiment très intéressante, très pertinente, à la fois émouvante parce qu'on parle du réchauffement climatique, mais également de l'éco-anxiété chez les enfants. C'est une très belle fierté pour la Mossois qui désire encourager la relève d'ici. Je viens d'une petite ville, Amos, en Abitibi-Témiscamingue. Je n'avais aucun contact, aucun modèle dans le domaine, que j'ai travaillé d'arrache-pied, une étape à la fois, sans jamais lâcher. Le sourire est dur à effacer depuis que j'ai appris la nouvelle. Aujourd'hui, on peut enfin l'annoncer. Mais tu sais, ce que les gens savent peut-être pas, c'est que ça fait 10 ans que je suis dans le milieu littéraire, cet automne. Et là, d'avoir lancé un roman pour adultes, Elias et Justine, la bio de Louise Portal, et là, de gagner un prix du gouverneur général, c'est comme surréaliste. Et Stéphanie, le Wikiclub veut améliorer la qualité d'information sur Wikipédia qui concerne notre région. Oui, le Wikiclub qui a décidé de mettre beaucoup d'efforts dans la dernière année sur le cinéma en s'associant avec la TASIC, qui est une organisation qui valorise le cinéma de chez nous. On a voulu s'associer justement pour mettre en lumière les cinéastes d'ici, mais également les maisons de production ainsi que les films. Et ce projet-là, c'est quand même très, très bien parce que ça s'est rendu jusque dans les classes de l'Abitibi-Témiscamingue et le projet sera présenté du côté de Toronto. Notre collaboration, ce qu'on fait les trois organisations ensemble et avec les étudiants du cégep, bien, on va parler de ça lors de la conférence Amérique du Nord qui se déroule à Toronto entre le 10 et le 12 novembre. Donc, on est sur un panel, on va présenter, donc ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir des gens qui s'intéressent à Wikipédia de partout au Canada, aux États-Unis, puis au Mexique. On va pouvoir parler de ce qu'on a fait comme projet, en fait, ici au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, puis aussi sur Wikipédia là, en ce qui concerne notre région.
Et c'est dans le cadre d'une résidence qui s'est déroulée ici même au Petit Théâtre du Vieux-Noranda qu'on présentait le projet Regard qui a été réalisé par Louise Lavictoire avec l'appui du Conseil des arts et des lettres du Québec. On a une auditoire qui a pu profiter d'une belle pièce de théâtre qui mêle le cinéma. Et l'objectif de ça, c'est simple, c'est de déposer une nouvelle demande de bourse au calque pour une diffusion de cette pièce hybride-là à l'automne 2024. C'était de faire ressortir les faits marquants du dernier siècle à travers le regard de l'enfant. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches, regardé des films, mais dans un premier temps, il fallait justement que je choisisse les événements marquants. Et Dieu sait qu'il y a des événements marquants depuis les 100 dernières années. Il y en a comme beaucoup. Il m'a fallu que j'arrête mes choix. J'en ai choisi peut-être une vingtaine et j'ai essayé à travers mon œuvre de les faire passer. Les Huskies de Rouyn-Noranda vont affronter les Remparts de Québec. D'ailleurs, ce sera un retour au centre Vidéotron pour deux anciens joueurs des Remparts qui font maintenant partie de la meute. On vous dit les noms dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Huskies de Rouyn-Noranda reprennent la route aujourd'hui en direction de Québec. La meute s'y rend pour affronter les Remparts. Les Huskies occupent actuellement la 3e place au classement général et ils vont tenter de porter à 6 leur série de matchs victorieux avec au moins un point face à la 15e équipe au classement. Ce sera d'ailleurs un premier retour au centre Vidéotron pour les joueurs des Huskies, William Rousseau et Jérémy Langlois. Les deux joueurs qui ont évolué avec les Remparts la saison dernière seront honorés par leur ancienne équipe avant le début de la rencontre qui est prévue pour 19h. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, on peut s'attendre à un restant de semaine sous la neige et les nuages. Oui, et on risque d'avoir de belles petites pommettes rouges, mes amis, comme je les ai en ce moment. On a des ennuagements pour ce soir et cette nuit. En ce qui a trait à l'Abitibi-Témiscamingue, c'est 2 cm de neige avec -6. Au Témiscamingue, on a -3 degrés. Demain, pour le nord et le sud, c'est 5 cm de neige qu'on attend, avec un max de 0 pour l'Abitibi, +2 pour le Témiscamingue. Et pour vendredi, on a un maximum de -2 pour l'Abitibi et au Témiscamingue, des nuages avec un max de -1. On sort les muscles et les pelles et on gêne pas pour aller pelleter, Mélissa, demain. C'est bon ça, merci Stéphanie. Je termine avec un avis d'ébullition qui est émis dans le quartier Évin à Rouyn-Noranda. La ville a détecté la présence de bactéries E. coli dans l'eau potable. Sur ce, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. On se retrouve demain.